Il s'agit de donner aujourd'hui une suite à notre vidéo, notre première vidéo. Le notaire, la veuve, les deux enfants de l'autre et la mafia drômoise avec ses paons et ses autruches. Mais notre projet a été un peu bouleversé parce que nous avons reçu de la part du défenseur des droits un courrier très intéressant le 3 mars 2013 avec une conclusion au bout de 13 mois et 6 personnes qui s'y sont intéressées. Comme quoi, il s'agissait de transmettre au pôle pénal en vue d'un signalement au parquet. Ensuite, Véronique Flao-Joly a bien analysé la situation d'une extrême gravité. Seraient mis en cause les notaires, les tribunaux avec les juges de la conservation des hypothèques. Et d'après la conclusion, la solution consisterait probablement à saisir directement la garde des Sceaux. Ce que nous avons décidé de faire par un dossier de 3 kg, 132 pages. Et nous allons aujourd'hui donner la priorité à la justice, quitte à revenir sur des événements qui se sont passés à partir de 2005, simplement pour montrer que cette personne a vu juste, qu'on ne peut envisager un tribunal correctionnel dans la mesure où il y a collusion dans ce département. Alors, il s'est agi déjà d'un premier courrier par le procureur de Valence, Jean-Pierre Naon. Il nous adresse un courrier non signé, avec des destinataires confus, monsieur et madame Garcin. Et ensuite, nous nous rendons compte que l'article qu'il nous propose, 90.1, est une menace pour nous, alors que l'article 90.1, qui est relevé dans le code pénal, est plutôt un conseil en ce qui concerne les procédures à entreprendre. Voilà. Alors, vu l'extrême gravité du texte et du comportement, nous répondons à monsieur le procureur de la République. Alors là, je peux lire la lettre. Nous avons été surpris de constater de la part de vos services une absence de professionnalisme, un manquement aux lois de la République. Cela concerne votre courrier du 10 mai 2005, 2 pages que nous vous joignons. Destinataire approximatif concernant la procédure pénale. Pas de signature alors qu'il est obligatoire de la part d'un agent de l'État d'indiquer ses noms, prénoms et qualités. Page 2, on lit, souligné en caractère gras. Article 90.1. Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent pas de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. Vous constaterez que l'article 91 a été modifié par la loi. En lisant le code de procédure pénale, pages 294 et 295, juridiction d'instruction. C'est la première partie de l'article 91 que l'on nous cite en lieu et place de l'article 90.1, qui est une menace pour nous. De même, l'article 177.2, tronqué, omettant systématiquement les éléments qui nous concernent directement, nous nous posons les questions suivantes. Qui nous a réellement adressé ce courrier sous couvert de l'anonymat? A-t-on voulu nous induire en erreur volontairement et pourquoi? Le niveau d'incompétence peut-il être aussi élevé? Et nous espérons que vous mettrez bon ordre à ces pratiques qui ne favorisent en rien l'honneur de la justice. Ce n'était que le début. Donc, nous avons déposé plainte avec constitution de partie civile contre le notaire Vincent Béranger de Cré et la veuve Nicole Gombert-Garcin pour faux usage de faux en écriture publique, escroquerie, abus de confiance, recel de succession et organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Et disons que notre plainte a été enregistrée le 24 juin 2005 par Madame Chantal Merckx. Ensuite, une lettre a été adressée à Yvan Garcin pour lui demander le montant d'une caution, ce qui est normal. Mais on lui demande également, par rapport à ce qui est fait état, lieu, date, éléments constitutifs, et préciser aussi le texte de loi qui les réprime. À défaut, je ne peux instruire votre plainte. J'ajoute que votre plainte fait état de certains nombres de documents qui ne sont pas produits à l'appui.
Je vous prie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir ceci. Et surtout, je vous prie de bien vouloir également caractériser le préjudice de chacune des personnes citées, en l'occurrence Madame Sylvette Garcin, Monsieur Xavier Gilles et Monsieur Jacques Léon, en oubliant Yvan Garcin, qui est un des deux héritiers. Finalement, chose très importante, le notaire Vincent Béranger et la veuve sont mis en examen le 2 mars 2006 et laissés libres, ce qui est quand même un résultat assez important pour nous, assez positif. Mon fils, à ce moment-là, prend un avocat pour voir, comme il dit, Nasser Derbel. Et cet avocat, au lieu de défendre sa cause, lui dit « Désolidarisez-vous de l'action de votre mère, de votre neveu », et lui tient une argumentation fournie par la veuve et son avocate qui ne tient pas debout par rapport à la vie privée des gens, alors qu'il devrait se centrer uniquement sur la succession. Mon petit-fils, Xavier Gilles, reçoit des menaces de la part de la juge d'instruction parce qu'il a informé les locataires de la veuve de la mise en examen du notaire et de la propriétaire. Et à ce qu'il répond qu'il n'y a pas de... La société civile n'est pas soumise au secret d'instruction. Par rapport au courrier répondu à Jean-Pierre Naon, mon fils est convoqué au commissariat de Montélimar pour outrage à magistrat. Et là, encore chose surprenante, il se renseigne sur le niveau de scolarité de mon fils, qui était quand même dans la marine nationale second maître, qui était officier marinier. C'est assez choquant. Et mon petit-fils, par contre, qui était co-signataire de ce courrier, n'a pas été inquiété. Il faut dire qu'il habite Gap et que c'est pas la peine de divulguer des âneries dans un autre département que la Drôme, en l'occurrence les Alpes les Hautes-Provence. Non, les Hautes-Alpes. Je mélange tout. Que faire hein, alors que le notaire et la veuve ont été mis en examen? Eh bien, saboter la procédure, puisqu'on a été obligé de suivre la forme. Et le courrier suivant, le 5 avril 2007, pour les qualifications que j'ai citées tout à l'heure, le notaire a disparu. Il ne reste plus que Madame Nicole Garcin-Gomer comme témoin assisté. Bon, déjà on commence à comprendre que lorsqu'on est cité comme témoin assisté, ça veut dire que le procès n'aura jamais lieu et qu'on prononcera un non-lieu. Ce qui va arriver. Ensuite, ordonnance de refus partiel de mise... ordonnance de refus partiel de mesures d'instruction complémentaires. À ce moment-là, on refuse d'entendre les 7 témoins cités par Xavier Gilles. Bon, ça c'est facile, c'est moins dangereux parce que, alors que tout doit concourir à la recherche de la vérité, on supprime les témoins et c'est simple. Ensuite, le même jour, même chose, le notaire disparaît, X, ni notaire ni veuve, 5 avril 2007. À ce moment-là, une commission rogatoire a lieu à créer pour Sylvette Garcin, donc pour moi, et pour l'autre mandataire. Le gendarme Dumoulin nous interroge. Il est quand même surpris des documents que je lui montre et il me dit « Madame, je suis votre secrétaire, donc j'écris ce que vous désirez. » Ordonnance de non-lieu qui est prononcée ensuite. Le notaire toujours X. Et alors là, c'est quand même assez surprenant parce que on reprend toutes les accusations, recel de succession, abus de confiance, et toutes les preuves sont devenues des rumeurs. Attendu qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire de charge suffisante à l'encontre de quiconque, d'avoir commis le délit de faux, usage de faux, recel de succession, abus de confiance, escroquerie, organisation frauduleuse de l'insolvabilité, attendu qu'il n'existe dès lors pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées, eh bien nous déclarons qu'en l'état du dossier,
le dépôt au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles, mais le non-lieu est confirmé. Et voilà, pour aller dans le sens du défenseur des droits, qui disait qu'une procédure correctionnelle ne pouvait avoir lieu étant donné qu'il y avait collusion dans le département, eh bien, nous avons repris ce qui datait de 2005 à 2007 pour montrer que, effectivement, on n'avait aucune chance sur ce plan-là et qu'il valait mieux s'adresser à la garde des Sceaux. Je ne sais pas si j'ai déjà dit qu'on lui a adressé samedi dernier un dossier de 3 kilos comprenant 132 pages, bien précises, bien sériées, en premier de la justice, ensuite des notaires, du conservateur des hypothèques, du cadastre et divers documents qui peuvent être utiles justement à la connaissance de ce dossier. Entre-temps, ce qui concerne toujours la justice, la directrice du greffe du tribunal, alors qu'on essaye d'obtenir des assignations qui correspondraient à ce faux procès du 4 mars 2009, nous a adressé aux enfants un courrier disant que je vous adresse les assignations du 23 et 26 juin 2008, sans autre commentaire de ma part, ce qui est normal. Et ensuite, récemment, le 5 février 2013, nous découvrons l'existence d'une juge chargée du service de surveillance des opérations de partage qui adresse à Xavier Gilles et à Yvan Garcin un courrier finalement assez injurieux, toujours concernant ces assignations pour ce procès du 4 mars 2009 qui n'ont aucune existence, et en essayant à tout prix de faire valider les assignations des 23 et 26 juin 2008, alors qu'il est bien écrit qu'il s'agissait d'assignations dans 15 jours pour l'article 1149 concernant la filiation et les subsides, dont aucun rapport avec le procès du 4 mars 2009. Et cette personne essaye de mettre en cause les huissiers qui auraient apporté des assignations, mais la confusion règne. On essaye absolument de faire passer les assignations de juin pour les assignations du procès de mars. Voilà. Alors nous attendons, par rapport à notre réponse à cette Anne-Laure Pliskin, là, surgit de nulle part, vous nous adressez un courrier pour le moins incongru, compte tenu des responsabilités que vous attribuez. Nous avons l'habitude du procédé éprouvé depuis 18 années. On répond même si cela n'a aucun sens, et à bout d'arguments, le silence s'installe. Vous soulevez un problème qui ne s'est jamais posé sur le jugement des huissiers que nous aurions proféré, contradictoire avec leur utilisation très importante, constat, sommation interpellative, etc., dont nous nous sommes toujours félicités. Pour clore le processus des assignations du 23 et 26 juin 2008 concernant la filiation et les subsides, article 1149 du Code civil, procédure civile clôturée le 5 décembre 2008 par le juge Beaubernard, vous auriez dû prendre connaissance des 9 pages qui les accompagnaient et qui vous auraient édifié. Bref, c'est toujours le même procédé. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier, mon enregistrement de vidéo, parce qu'il correspond à des écrits que nous avons en main et qu'il nous faut produire. Maintenant, nous réserverons une autre vidéo au notaire, une autre au conservateur des hypothèques et au cadastre, parce que, comme nous sommes devant maintenant le jugement de la garde des Sceaux, nous attendons le résultat de cette enquête. Nous laissons aussi de côté l'engagement de responsabilité que nous avons soulevé de la part de 4 notaires du département, auprès de la présidente de la Chambre des notaires, Isabelle Pêcheur-Berruyer, parce que
du notaire Vincent Béranger, en passant par le notaire Montagne, ainsi que le notaire Piquemal, jusqu'au notaire Cosmala, ce qui est très grave de leur part, c'est qu'ils avaient connaissance des tiers. Ensuite, ils ont manqué de prudence parce qu'ils n'ont pas étudié les actes authentiques. Ils se sont contentés de ce que disaient la veuve et le notaire Béranger. Et surtout, le dernier, ce qui est grave, c'est qu'il n'a pas vérifié les actes de disposants et les actes de donateurs, qui n'ont jamais été publiés, que les biens se sont vendus chez le notaire Cosmala, et qu'en plus, qu'il a versé tout l'argent à un indivisaire sur 3, c'est-à-dire la veuve Nicole Garcin-Gombert. Voilà, donc c'est une affaire à suivre.